semblions avoir uni leur destinée à la sienne, mais à la grande surprise de tout, et par je ne sais quelle rouerie, dit-on, de Lord Castlereagh. Rien ne fut changé, ces anciens ministres, si longtemps l'objet de la réprobation du prince, demeureront à ses amis si chers, si tendres, si longtemps flattés, n'arriveront point. L'opposition jeta les hauts cris, mais on lui répondit plaisamment que Cron, le méchant prince de Galles, était devenu un grand roi. Son premier acte avait été de repousser son entourage. Cela pouvait être gai, mais nullement applicable, car les plus beaux caractères de l'Empire se trouvaient à la tête de cette opposition, et étaient loin d'être des Falstaff aux autres bouffons et mauvais sujets de la sorte. Aussi montreront-ils cet instant pour les princes un éloignement absolu. Les uns ne voudront plus le voir, l'autre refuseront ses invitations ou refuseront les avances qui leur étaient en fait. On s'y d'un qui par la suite laissa aller des temps à accepter le prince un dîner privé. Celui-ci, récurrent à ses moyens constamment victorieux, essaya de lui prouver avec sa grâce accoutumée qu'il n'avait pas pu agir différemment et demanda de lui dire enfin ce dont ses anciens amis pouvaient l'accuser avec justice. Les convives, les cœurs encore gros, profita de l'occasion et lui récapitula son ménagement de ses torts. Elle tout avec une telle chaleur que la princesse Charlotte, qui se trouvait à table et penchée, peut-être en secret pour l'opinion du convive, se mit à fondre en larmes. Cette scène est donc parvenue le lendemain à Lord Byron. Il la consacra dans des vers qui firent quelque bruit. Pleu fit des rois, y était dit pleu les fautes de ton père, puis chacune de tes larmes effaçait un de ses torts. Puisse surtout le peuple d'Angleterre, présentant dans ta douleur son heureux avenir, payer d'une sur chacun de tes pleurs. En 1814, lors de ma course à Londres, j'ai eu l'honneur d'être présenté au prince de Galles à Carlton House. Est-ce que diable allez-vous faire là, me dit l'empereur, votre majesté? À certainement bien raison, mais je fus conduit par une espèce de point d'honneur. J'ai cru ne pouvoir pas faire autrement à beaucoup de Français étaient en cet instant à Londres. J'étais là que eût approché votre majesté. Porter ses couleurs, suivant la ligne qu'on semblait réprouver en cet instant. Quelqu'un m'a dit que les autres ne souffriraient certainement pas, mais présentation, cela me décida. Nous fîmes, en effet, fin du français présenté à la fois à un des grands levées du prince, et je dois dire que je ne vis jamais plus de grâce dans les manières, plus d'échange dans l'expression, plus d'harmonie dans tout l'ensemble. Je crus apercevoir les beaux idéaux du bon ton. Je conçus tous les pouvoirs, toute la vérité de cette magie d'enchantement que j'avais entendue si souvent lui attribuer, est encore en ce moment sûr on me retraçant cette belle figure où je croyais lire l'élévation d'âme, la pression, le désir de la gloire. Je suis à me demander comment votre majesté se trouve ici. Comment les ministres atroces ou pour le faire condescendre à se déclarer le geôlier
Mon cher, m'a dit l'empereur, c'est que peut-être vous n'êtes pas physionomiste. Vous avez pris l'Orial de la coquetterie pour celle de la grandeur, l'occupation de plaire, pour l'asseoir de la gloire. Et puis le mur de la gloire n'est pas précisément sur la figure. Elle se trouve au fond du cœur. Et vous ne l'avez pas fouillé. Elle ne me traduisiez-vous pas l'autre jour, a continué alors l'empereur, je ne sais quel papier ou quel ouvrage, où il était dit que le prince régent avait fait un grand étalage d'intérêt et de sympathie en faveur des derniers Stuarts, qu'il a mis la plus haut prix à obtenir ce qui leur avait appartenu, ce qu'ils avaient enlacé, qu'ils parlaient d'élever un monument au délire d'entre eux. Il y a là-dedans à observer l'empereur encore bien plus de calcul que de magnanimité, c'est qu'il est soigneux d'affirmer et de consacrer leur extinction. La commence, se dit-il, sa légitimité, sa sécurité, et il a raison si de mon temps et dans les circonstances où les ministres anglais avaient plongé l'Angleterre, il se ferait trouver encore quelques jeunes Stuarts prêts, braves, entreprenants, capables, à la hauteur du siècle. Ils étaient débarqués en Irlande, escortés des doctrines modernes, et l'on eût vu sans doute le spectacle des Stuarts régénérés, chassant à leur tour les Brunswick dégénérés. L'Angleterre aussi eut 120 mars, et ce qu'on sait pourtant qu'un tronc et tous ses poissons. À peine y est-on assis qu'on ressent la contagion. Ces Brunswick, amenés par des idées libérales, élevés par la volonté du peuple, sont à peine assis qu'ils ne recherchent que l'arbitraire et la toute-puissance. Il leur faut absolument rouler dans l'honneur qu'a fait goûter leurs devanciers. Et cela parce qu'ils sont devenus rois. Et l'on dirait que c'est la marche inévitable. Cette belle tige de Nassau, par exemple, ses patrons en Europe d'une noble indépendance, eux dont le libéralisme devrait être dans le sang et jusque dans la muette de leurs os. Ces Nassau, enfin, qui ne seront qu'à la queue par le territoire et qui pourront se placer à la tête par leur doctrine, en vue à les asseoir sur un trône, eh bien, vous les verrez infailliblement ne s'occuper que de se rendre ce qu'on appelle aujourd'hui légitime, en prendre les principes, la marche, les travers. Eh, mon cher, moi-même, après tout, ne m'a-t-on pas fait la même reproche? Et peut-être ne se passant quelques apparences de raison, car enfin peut-être bien des nuances se seront dérobées à moi-même. J'ai pourtant déclaré dans une circonstance solennelle qu'à mes yeux la sérénité n'était point dans les titres, ni le trône dans son appareil. On m'a reproché qu'à peine au pouvoir je vais exercer le despotisme, l'arbitraire. Mais c'est la dictature qu'il fallait dire. Et les circonstances m'apprendront assez. Ce qu'on m'a reproché encore, c'est de m'être laissé enivrer par mon alliance avec la maison d'Autriche et m'être cru bien plus véritable souverain après mon mariage. En un mot, le maître cru de cet instant, Alexandre, devenu le fils d'un dieu, mais tout cela était bien juste. Ai-je
donc prêter véritablement à de tels travers, il m'arrivait une femme jeune, belle, agréable. Ne m'était-il donc pas permis d'en témoigner quelque joie? Ne pouvais-je donc, sans encourir la blâme, lui consacrer quelques instants? Ne m'était-il donc pas permis à moi aussi de me livrer à quelques moments de bonheur? Eût-on donc voulu que la façon de votre prince de Galles j'eusse maltraité ma femme dès la première nuit? Ou bien que attendez donc que j'eusse fait voler sa tête à la façon de ce sottin pour échapper aux reproches de la multitude? Non, ma seule faute dans cette alliance a été vraiment d'y avoir apporté un cœur trop bourgeois. J'avais si souvent répété que le cœur d'un homme d'État ne devait être que dans sa tête. Malheureusement, ici, le mien était demeuré à sa place pour les sentiments des familles. Et ce mariage m'a perdu parce que je croyais surtout à la religion, à la piété, à la morale, à l'honneur des Français. Je l'estimais essentiellement. Il m'a cruellement trompé. Je veux bien qu'on l'ait trompé à son tour. Aussi, je le lui pardonne. Mais l'histoire épargnera-t-elle? Si, toutefois. Et Napoléon a gardé le silence quelques instants, la tête appuyée sur une de ses mains, puis se réveillant. Quel Romain pourtant que ma vie, a-t-il dit en se levant? Mais ouvrez ma porte et marchons. Et nous avons parcouru quelque temps les diverses pièces adjacentes.